Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'échographie pulmonaire dans le cadre du Covid-19. Je m'appelle Walter Emmelrich, responsable et fondateur de Dynameco, organisme de formation en échographie musculo-squelettique. Dynameco n'a aucun conflit d'intérêt concernant cette présentation. Il n'est d'ailleurs pas dans notre intention de donner des avis médicaux spécifiques, mais plutôt donner au lecteur une information pour mieux comprendre les bases de l'échographie pulmonaire de manière scientifique. Cette présentation est à usage éducationnel seulement et aucun avis médical spécifique ne sera donné durant la présentation. Dynameco recommande sérieusement de consulter un médecin qualifié pour faire un diagnostic avant de prendre une quelconque décision pour quelqu'un de votre entourage ou vous-même concernant votre santé. En clinique pulmonaire, il existe différents types d'examens conventionnels. Le CT scan et la radiographie pulmonaire sont les examens les plus préconisés. Le CT scan étant considéré de tous comme le gold standard des examens d'imagerie pour l'aide au diagnostic pulmonaire. Il n'est malheureusement pas toujours possible d'utiliser le CT scan, soit par disponibilité ou accessibilité, mais aussi en fonction de la zone, si celle-ci est reculée ou éloignée d'un hôpital disposant du système. Dans ces conditions, l'échographie devient un outil intéressant en complément de l'examen clinique et des autres examens nécessaires dans le cadre des pneumopathies liées au Covid-19. Une récente découverte liée au Covid-19 nous montre que 23% des patients admis en unité de soins intensifs ont une embolie pulmonaire sévère associée à la pneumopathie. De ce fait, l'utilisation d'une imagerie avec produit de contraste, tel que le CT angiographie, plutôt qu'un CT scan standard, sans produit de contraste lui, devrait être considérée pour ces patients avec un supplément d'anticoagulant en plus de la médication déjà administrée. Nous savons également que les anomalies au niveau pulmonaire peuvent être visualisées avant le développement des manifestations cliniques. L'échographie pulmonaire ayant de nombreuses similarités avec le CT scan, et de loin supérieure à la radiographie pulmonaire standard, est un outil qui s'avère très utile dans l'évaluation de la pneumonie ou le syndrome de détresse respiratoire sévère. D'autant qu'il possède l'avantage d'être facile d'utilisation, permet de répéter l'examen sans être irradiant, ni invasif, avec un coût limité. Avec l'utilisation de l'échographie et des examens réalisés en comparatif avec le CT scan, de nombreuses similitudes ont été constatées. Une des premières similitudes concerne la ligne pleurale qui, dans les deux cas, ont une augmentation d'épaisseur visible. Ensuite, les opacifications en verre dépoli visualisées au CT sont sous la forme échographique caractérisées en artefact appelé ligne B. Et les ombres d'infiltration, toujours visibles au CT scan, sont visibles à l'échographie en ligne B confluente. Pour les consolidations subpleurales, elles sont visibles dans les deux cas et la distribution multilobaire dans les deux cas est appréciable à l'identique. Comme déjà mentionné, l'intérêt de ces deux examens est de permettre de voir des images anormales à un stade précoce de la maladie et de suivre l'évolution de la maladie. L'avantage ici de l'échographie est qu'elle peut être faite précocement, sans contrainte particulière, avec une réponse immédiate, même en ambulatoire. Son intérêt est donc non négligeable dans les zones de triage. De même que comparativement à l'auscultation, tout comme l'examen radiologique standard, l'échographie se montre bien supérieure pour le diagnostic d'un épanchement, d'une consolidation ou d'un syndrome interstitiel dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Le temps nécessaire pour accomplir un examen en échographie pulmonaire est en moyenne de 9 minutes pour un professionnel bien entraîné et de 20 minutes pour un professionnel en formation. Ces temps changent seulement après 25 supervisions sous la tutelle d'un expert et ça passe à 12 minutes de moyenne. Et dans cette course à la comparaison, certains auteurs montrent une excellente corrélation entre les lésions trouvées à l'examen échographique comparativement au CT scan, après seulement 30 minutes d'apprentissage théorique et 30 minutes d'apprentissage en échographie pratique. Une fois cet apprentissage terminé, il n'existe quasi pas de différence entre les résultats trouvés par un expert et un débutant, ce qui montre une fois encore la courbe d'apprentissage en échographie pulmonaire qui est très très rapide. Si on se réfère donc à cette étude, à la fin de cette présentation, vous devriez être capable, théoriquement, de faire un examen pulmonaire et de différencier la normalité d'un poumon ou ses anomalies. Dans les différentes branches de la médecine, l'urgentiste est parmi ceux qui ont une grande expérience dans l'utilisation de l'échographie. Un examen pulmonaire chez eux ne prend en général que 2 à 3 minutes pour poser un diagnostic différentiel. Dans les pays anglo-saxons, après avoir suivi un programme validé par des médecins, souvent d'ailleurs ce sont des urgentistes, les kinésithérapeutes spécialisés en soins intensifs, c'est eux qui se chargent de faire l'échographie.
La responsabilité, en plus de la rééducation pulmonaire et de la surveillance aussi des systèmes ventilatoires, est de poser le diagnostic afin d'appliquer des scores reflétant l'évolution du patient. Bien entendu, pour pratiquer un examen échographique, il faut être en possession d'un appareil. Il existe sur le marché une multitude de choix possibles, en commençant par les gros appareils que l'on retrouve principalement dans les services de radiologie, et on peut passer par des appareils un petit peu plus simples jusqu'aux petits ultraportables dédiés à la médecine d'urgence. Dans la détection du Covid-19, il est préférable d'éviter les grosses machines simplement pour la difficulté de pouvoir les désinfecter, et on préférera choisir un petit appareil de type ultraportable, de préférence disposant d'un système Wi-Fi. Si l'appareil choisi est une machine portable et pas ultra portable, alors à ce moment-là, elle doit être exclusivement dédiée pour la détection du Covid-19 et rester au même endroit sans aucune autre utilisation possible. La plupart des sites qui pratiquent l'échographie pulmonaire utilisent un appareil ultra portable pour sa facilité de désinfection et sa facilité à être protégé de la contamination. Certaines machines ont également en leur possession un système de contrôle vocal permettant de fixer une image ou d'enregistrer ou de modifier les réglages sans devoir toucher l'appareil. Bien entendu, la qualité de l'image ne sera pas identique à une grosse machine de radiologie. Mais il a été démontré que la précision d'un petit appareil est équivalente, avec pour seule différence un examen un peu plus long pour les machines de petit gabarit. La sonde est également un accessoire essentiel à l'examen pulmonaire. Chaque sonde possède ses propres caractéristiques et ses formes. En fonction de la forme de la sonde, celle-ci donnera une image soit linéaire, c'est-à-dire de forme plutôt rectangulaire, ou convexe, de forme plutôt arrondie. Il ne suffira pas d'appliquer la sonde sur le thorax du patient pour obtenir une image, car l'air est un réflecteur majeur. Pour permettre la transmission des ondes ultrasonores au travers du patient, il faudra donc appliquer avant un gel de contact. Une sonde linéaire utilise des hautes fréquences et apporte une grande résolution d'image. C'est idéal pour les structures proches de la surface. La sonde curvilinéaire ou convexe utilise des basses fréquences et permet une grande pénétration des ondes ultrasonores. Idéal pour explorer toutes les structures qui sont plus profondes, mais avec une moins bonne résolution d'image. La sonde adéquate en échographie pulmonaire sera la sonde convexe, avec une plage allant de 3 à 5 MHz. La fréquence est également un élément important à prendre en considération, car comme vous pouvez le constater sur ces deux images prises au même endroit sur le thorax d'un patient, une variation de la fréquence peut engendrer une absence ou une présence de ligne B. L'image de gauche représentée est à une fréquence de 3 MHz et celle de droite à 6 MHz. Il n'est donc pas spécialement recommandé de se baser uniquement sur le comptage des lignes B pour déterminer la sévérité de l'atteinte du patient. À l'écran donc, lorsque vous allez utiliser une sonde convexe, vous aurez une image qui sera plutôt arrondie, tandis que quand vous allez utiliser une sonde linéaire, l'image sera quant à elle plutôt rectangulaire. Vérifiez toujours à ce que le marqueur de la sonde corresponde et soit orienté du même côté que la marque ou le point situé en haut et à gauche de l'écran. Gardez à l'esprit qu'à chaque fois que vous changez la sonde d'endroit, le marqueur devra toujours correspondre à ce point de repère. De cette manière, en faisant correspondre les points comme indiqué par le rond vert sur la présentation, la partie gauche de la sonde correspondra à la partie gauche de l'écran et la partie droite de la sonde correspondra à la partie droite de l'écran. Cette convention rappellera peut-être à certains d'entre vous une similarité avec la navigation. Lorsque la sonde est placée sur le thorax du patient en position haut-bas, prenez soin de placer le marqueur en direction de la tête du patient. De cette manière, la partie haute de la sonde correspondra au côté céphalique du patient et la partie basse de la sonde à la partie caudale. En échographie, l'examinateur essayera toujours d'avoir la meilleure qualité d'image en choisissant le réglage approprié. Il existe plusieurs types de réglages possibles mis à disposition sur les machines. Prenez soin de choisir le réglage pulmonaire avant de commencer votre examen. L'indice mécanique devra lui aussi être réglé au plus bas. Il est conseillé de commencer à 0,7 et si possible de diminuer cet indice au maximum.
Une des manières de diminuer cet indice est de jouer sur deux paramètres, tels que la fréquence et la focale. Une fréquence plus élevée et une focale plus éloignée diminuera cet indice mécanique. Une étude de Miller en 2018 a mis en évidence qu'il y avait des risques potentiels d'hémorragie au niveau des capillaires pulmonaires chez les rats, et que l'indice mécanique et le temps d'exposition jouent un rôle dans ce phénomène. Il est donc recommandé d'utiliser un indice mécanique au plus bas et de limiter les investigations d'une zone spécifique à 10 secondes, et pas plus, surtout chez les personnes plus fragiles, comme dans le cas du Covid-19. Dans certains appareils, 2 points de focale sont installés automatiquement. Il faudra donc modifier le réglage multifocal pour ne laisser qu'une seule focale placée à hauteur de la ligne pleurale. Comme expliqué avant, si l'indice mécanique est encore trop élevé, vous pouvez le diminuer en éloignant légèrement la focale vers le bas et sans toutefois non plus l'éloigner de trop pour garder et conserver une bonne qualité d'image. Pensez également à retirer tous les filtres, tels que le mode harmonique, les contrastes, le Doppler et tout ce qui existe est possible pour filtrer les images. D'un point de vue général, les causes de l'œdème pulmonaire peuvent être multiples. Bien que l'aspect cardiaque soit non négligeable, nous resterons concentrés tout le long de la présentation seulement sur l'aspect pulmonaire et de la pneumonie interstitielle en relation directe avec le Covid-19. Commençons par la partie anatomie et les parties importantes à reconnaître. Voici une coupe transversale de la cage thoracique d'un cadavre sur laquelle nous pouvons observer en blanc la partie antérieure avec le sternum et la partie postérieure par les vertèbres thoraciques. En jaune, nous avons les côtes. En rouge orangé, les muscles intercostaux. Nous avons le cœur en rouge et les poumons en bleu. Tout autour de ces poumons, nous avons un fin liseré blanc qui délimitera la plèvre, qui sera un repère important à retrouver en échographie. Lorsque l'on positionne la sonde sur le thorax du patient, les ondes ultrasonores traversent le thorax et se dirigent vers les alvéoles pulmonaires. Ces alvéoles remplies d'air vont réfléchir les ondes ultrasonores de manière chaotique et désorganisée, ce qui aura pour effet une absence ou un pauvre retour dans la sonde ne permettant pas au signal de le transformer en image. C'est pour cette raison qu'il est difficile de visualiser des structures derrière la plèvre et que l'échographie pulmonaire est basée principalement sur des artefacts plutôt que sur de la topographie anatomique. Cependant, il existe tout de même des repères anatomiques à connaître pour nous permettre de discerner ces artefacts. Sur cette coupe échographique, vous pouvez observer du superficiel vers la profondeur, le tissu subcutané, le système musculaire qui correspond ici par rapport à la zone au grand pectoral, les muscles intercostaux, les côtes, suivies derrière de leurs ombres acoustiques, et enfin, vous retrouvez entre les deux la ligne pleurale qui glisse de gauche à droite et de droite à gauche avec le rythme respiratoire du patient. Le premier artefact que nous allons rencontrer se trouve derrière la ligne pleurale. Il correspond à une réverbération des ondes ultrasonores entre la sonde et la plèvre avec un effet de miroir. Il en résulte un artefact de réverbération à l'infini. Comme vous pouvez le voir sur ce petit clip, la distance entre la sonde et la plèvre, située juste ici entre les côtes, et suivie de leur ombre acoustique, est équivalente et reportée à équidistance, ce qui correspond à cet effet de miroir. Ces artefacts horizontaux sont ce que l'on appelle les lignes A. Les lignes A sont donc des artefacts horizontaux, comme dans la première lettre de l'alphabet, la lettre A. La présence de lignes A et de lignes pleurales qui glissent de manière régulière sont deux signes qui représentent un poumon normalement aéré.
En d'autres termes, cela veut dire que le système pulmonaire du patient est dans de bonnes conditions et non pathologique. Prenons le cas maintenant d'une alvéole avec un peu de liquide interstitiel ou avec un petit peu plus de liquide. Comme tout à l'heure, les ondes ultrasonores vont pénétrer dans les alvéoles et la partie constituée d'air réagira de la même manière en dispersant les ondes. Mais cette fois, il y aura du liquide interstitiel qui permettra aux ondes de se réorganiser. La réorganisation du signal permettra à ces ondes de retourner à la sonde. Les signaux transmis à la sonde seront donc organisés ou désorganisés, et ceci en fonction des structures dans lesquelles les ondes ultrasonores seront passées. Les parties alvéolaires aérées vont diffuser les ondes, comme tout à l'heure, et ne permettront pas un retour correct à la sonde pour le transformer en image. A contrario, les parties alvéolaires composées de liquide interstitiel vont réfléchir les ondes, qui seront plus organisées et permettront un retour à la sonde, de manière à transformer le signal en image. Ces signaux seront transformés en artefacts verticaux hyperéchogènes qui seront appelés les lignes B. Nous distinguons ici deux types de lignes B. Celles visibles sur l'écran de gauche sont ce que l'on appelle des lignes B1. Elles sont plus fines et plus espacées les unes des autres. Et sur l'écran de droite, des lignes B2. Elles sont plus confluentes, moins espacées, avec une image beaucoup plus blanchâtre, un petit peu comme un épais rideau de brouillard ou comme des chutes d'eau. La différence entre les lignes B1 et B2 réside dans la proportion de liquide interstitiel présent dans le poumon, B1 étant moins important ou moins sévère que B2. Mais attention, il existe aussi des fausses lignes B, souvent confondues avec les vraies lignes B. Ces fausses lignes B s'appellent des lignes Z. Elles se différencient par le fait qu'elles ne sont pas bien définies, elles sont interrompues et n'arrivent pas toujours jusqu'en bas de l'écran. Aussi, elles ne vont pas effacer les lignes A. Beaucoup de débutants confondent ces lignes Z avec les lignes B car elles sont présentes principalement chez 80% des patients et chez des patients avec des poumons sains. Donc avec un petit peu de pratique, ça deviendra de plus en plus facile à différencier. Ensuite, il y a les lignes E, relativement plus faciles à différencier car elles émanent non pas de la plèvre comme dans les autres cas, mais elles sont situées juste en regard des tissus sous-cutanés. Et elles sont également asynchrones avec les mouvements respiratoires. Donc les lignes E sont bien définies et effacent les lignes A. C'est la raison pour laquelle elles peuvent être confondues avec les lignes B. Il faudra donc toujours penser aux repères anatomiques, tels que les espaces intercostaux, qui ici sont absents. Et aussi la zone dans laquelle les lignes se situent. Les lignes E sont spécifiques de l'emphysème sous-cutané, donc elles se retrouveront principalement toujours sous la peau. Les lignes B, donc, elles émergent de la ligne pleurale, toujours. Elles bougent avec la ligne pleurale, si bien entendu celle-ci est mobile. Elles sont hyperéchogènes, atteignent toujours le bas de l'écran. Et il faudra toujours observer également un signe important de voir si la ligne pleurale est en mouvement régulier et si l'épaisseur n'a pas varié. Chez les patients atteints du Covid-19, il y a toujours un épaississement de cette ligne pleurale qui est retrouvé quasi systématiquement et dans les phases les plus avancées de la maladie et dans les cas les plus graves, la ligne pleurale est même un petit peu déchiquetée ou déchirée à travers des endroits un petit peu comme sur la vidéo. Les lignes B sont donc facilement reconnaissables par une ligne verticale, comme dans la lettre de l'alphabet, B. Imaginons maintenant que l'état du patient s'aggrave ou s'empire et que les alvéoles sont remplies de liquide interstitiel. Les ondes ultrasonores vont alors directement passer au travers des structures en restant organisées, ce qui permettra un retour cette fois plus important, donnant lieu à une image dite hépatisée. Les poumons ont alors le même aspect échographique que celle d'un foie. Cet aspect est retrouvé dans les phases de consolidation et correspond de manière similaire aux infiltrats de verre dépoli que l'on retrouve au CT scan.
Chez les patients atteints de Covid-19, il existe plusieurs signes et aspects que l'on retrouve à l'échographie. Ces signes, selon l'étude du Dr Volpicelli, sont identiques à ceux retrouvés dans le syndrome de détresse respiratoire aiguë, pour lesquels la sensibilité et la spécificité en échographie ne sont plus à démontrer. Mais la particularité des signes chez les patients atteints du Covid-19 ont un tableau plus anarchique, avec une variabilité des lignes B sous les deux formes, séparées ou coalescentes, donc en fait de type B1 ou de type B2, et au nombre de plus de 3, en considérant bien sûr que les réglages soient bien adaptés, et il est d'ailleurs à ce propos recommandé de ne pas compter spécialement les lignes, mais plutôt de voir le tableau dans son entièreté. Car si un réglage est mal fait, cela peut engendrer bien entendu soit une ou une sous-estimation du diagnostic. Les autres signes sont une ligne pleurale épaissie et altérée avec des irrégularités, voire dans les cas les plus graves, fragmentée ou déchirée. Le glissement pleural est réduit, il existe de petites consolidations retrouvées en périphérie. La présence de ces signes sont retrouvés bilatéralement et de distribution anormale avec au moins 2 zones positives par côté examiné. Dans ces 4 vidéos de patients atteints de Covid-19, vous pouvez constater la présence des différentes formes et aspects des lignes B. La présence de lignes A est parfois visible également, mais elles sont effacées par les lignes B à leur passage. Dans la dernière vidéo en bas à droite, vous pouvez constater une combinaison d'une partie de la ligne pleurale qui est irrégulière à la gauche de l'écran, avec une ligne pleurale cette fois régulière et visible sur la partie droite de l'écran. La partie droite est un signe spécifique que l'on retrouvera dans les phases précoces de la pneumonie liée au Covid-19. Ces alternances de lignes B, des phases on-off, feront peut-être penser aux nostalgiques ou ceux d'un autre temps à des références culturelles de divertissement qui ont marqué les esprits et sont encore gravés dans la mémoire collective des temps passés. Mais revenons à l'essentiel et passons au côté pratique. Le docteur Lichtenstein, qui a développé un protocole appelé Blue Protocol, Blue non pas pour la couleur bleue, mais pour Bedside Lung Ultrasound in Emergency, qui consiste à prendre toujours les mêmes repères en standardisant une procédure et qui consiste, comme le montre l'image de gauche, et bien sûr lorsque l'examinateur est à la droite du patient, à poser la main gauche du praticien avec le petit doigt à la hauteur de la clavicule et de prendre un premier point de repère entre le majeur et l'annulaire de cette même main. La main droite s'accole à la gauche sans le pouce et le centre du dos de la main sera le deuxième point de repère. La sonde est alors placée sur ces points de repère pour examiner le patient. En positionnant les mains de cette manière, le petit doigt de la main droite, donc la main la plus basse, se trouvera à hauteur normalement du diaphragme. Les protocoles depuis cette étude, datant de 2014, ont quelque peu évolué. Et le principe de systématisation reste cependant toujours valable, quel que soit le protocole utilisé. La technique d'examen échographique pulmonaire présentée dans ce diaporama est basée sur les dernières études de 2020. Et il est possible que celle-ci évolue encore. La partie antérieure du thorax est divisée en deux par la ligne parasternale, séparant les deux hémithorax droite et gauche. Chaque hémithorax est lui-même divisé en deux par la ligne mamelonnaire pour la partie haute du poumon en numéro 1 et la partie basse en numéro 2. L'échographie pulmonaire de l'hémithorax antérieur est alors réalisée en glissant la sonde d'un point à l'autre afin de visualiser tous les espaces intercostaux. La partie latérale est délimitée par les lignes axillaires antérieures et postérieures. Cette zone est divisée en deux, comme pour la partie antérieure, afin de localiser la partie supérieure et la partie inférieure du poumon. L'échographie pulmonaire de l'hémithorax latéral est alors réalisée en glissant la sonde d'un point à l'autre afin de visualiser tous les espaces intercostaux en avant du bras. En arrière du bras, à l'identique pour couvrir toutes les zones. La partie postérieure du thorax est divisée en deux par la ligne paravertébrale séparant les deux hémithorax droite et gauche. Chaque hémithorax est lui-même divisé en deux par une ligne située à l'interligne articulaire des vertèbres thoraciques de T6 ou TH6 et TH7, séparant la partie haute du poumon en numéro 5 et la partie basse en numéro 6. L'échographie pulmonaire de l'hémithorax postérieur
est réalisé en glissant la sonde d'un point à l'autre afin de visualiser tous les espaces intercostaux. Le dernier protocole du docteur Soldati va encore un peu plus loin avec 2 points supplémentaires au niveau des bases et de commencer par les points de repère inférieurs et postérieurs. Ceci prend d'ailleurs tout son sens puisque dans les corrélations qui sont faites à l'égard du CT scan et en comparatif avec l'échographie, les manifestations des lésions pulmonaires périphériques sont visibles et plus fréquentes au niveau des bases pulmonaires. Une équipe de l'université de Gemelli à Rome confirme ces données par une quantification des scores relatifs à l'état critique du patient. Les zones situées à la partie postérieure des poumons sont les zones les plus touchées, et plus particulièrement dans la partie basse, comme visualisé en blanc dans les poumons sur le CT scan d'un patient ici atteint du Covid. Pensez aussi lors de l'examen à écarter la scapula de votre champ de vision. Cette manœuvre est facilement réalisable en sollicitant le patient à faire une abduction du bras homolatéral à l'auscultation. Ou encore de demander au patient de poser ses mains sur la tête, comme sur la photo centrale. Ces photos, reprises d'Internet, nous montrent les différents points d'examen sur un patient. Cependant, notre attention est immédiatement attirée par un vecteur fondamental de transmission que sont les bijoux, les bracelets, les montres, les fétiches de concert ou autres décorations sont de véritables foyers infectieux et de transmission. Il est donc impératif de ne porter aucun bijou. Lorsque toutes les précautions ont été prises et que l'on pratique l'examen échographique, l'observation du glissement de la plèvre sera un des nombreux signes à analyser. Prenez le temps d'analyser correctement ce glissement, en restant bien entendu sous le seuil des 10 secondes, car parfois le glissement est réduit, mais la pulsation cardiaque mime un glissement qui n'en est pas un. À gauche, sur le petit clip, une pulsation cardiaque sans mouvement de glissement de la ligne pleurale. Et à droite, un vrai glissement pleural. C'est ce signe-là que vous devez retrouver. Il est intéressant de constater qu'en fonction de la zone où est posée la sonde, il est aussi possible de voir la plèvre sur toute sa longueur sans être perturbée par l'ombre acoustique de l'os. La raison est que la constitution du cartilage sternocostal, en image de gauche, laisse passer les ondes ultrasonores, contrairement à l'os sur l'image de droite. Sur la vidéo, la sonde est posée au même étage et déplacée de médial vers le latéral, latéralement par rapport à la ligne médiosternale. Cette petite astuce pratique vous permettra de voir un petit peu mieux la plèvre dans son ensemble. Lorsque l'échographie est effectuée au niveau des bases du poumon, le mouvement du diaphragme sera visible et permettra de délimiter les structures pulmonaires des structures sous-jacentes. Au niveau parasternal gauche, entre l'espace du cartilage de la 4e et la 5e côte, la zone anéchogène pulsatile correspond au cœur, à ne pas confondre avec une effusion liquidienne. Une perte d'image ou un écran noir en fin de parcours durant le glissement de la sonde est soit le signe d'un manque de gel, ou parfois il arrive que sur certains patients très amaigris, il y ait une perte de contact de la sonde entre la peau du patient et les dernières côtes. Dans ce cas, et comme dans l'autre d'ailleurs, il sera nécessaire simplement de rajouter du gel pour permettre le passage des ondes ultrasonores. Il peut arriver que les lignes A ou B soient absentes de l'image, et comme vous pouvez le voir sur ces deux images, la sonde est placée au même endroit, avec une petite différence, c'est que sur l'image de droite, la sonde est inclinée à 10 degrés par rapport à l'image de droite où la sonde est placée perpendiculaire par rapport à la structure. Donc pensez toujours à poser votre sonde perpendiculairement à la structure que vous observez. De fait, lorsque la surface est plane, les ondes sont envoyées et réfléchissent et reviennent directement à la sonde permettant de transformer ce signal en image. Mais lorsque la structure n'est pas plane, la réflexion fera varier l'angle du retour et les ondes ne seront pas transmises directement. Le signal est alors perdu et l'image ne sera pas construite. Le placement de la sonde est donc primordial pour trouver un angle adéquat et qui permettra de respecter les conditions de perpendicularité avec la structure exploitée. Mais même si l'échographie est un examen dynamique, cela ne veut pas dire non plus qu'il faudra bouger sans cesse. Une fois que le point de zone est trouvé,
Il faut fixer la sonde dans la bonne position et ensuite observer avant de rechercher un nouveau point. La fixation sera d'autant plus efficace si la prise en main de la sonde est correcte, c'est-à-dire la sonde entre l'index et le pouce, et les 3 autres doigts avec l'éminence hypoténare qui sont en contact avec le thorax du patient. Nous savons que la sensibilité, la spécificité et la reproductibilité de l'échographie pulmonaire est plus élevée que la radiographie standard. C'est aussi une très bonne alternative au CT scan pour lesquels beaucoup de points sont comparables. Ce comparatif est possible car les gaz contenus dans les alvéoles migrent superficiellement. Cette différence de densité entre les gaz qui montent et les liquides qui descendent permet d'être visualisée tant au CT qu'à l'échographie avec une grande précision. Passons maintenant en revue les scores en échographie pulmonaire. Ces cotations permettront, en plus d'évaluer les stades de la gravité de la maladie, de faire le suivi régulier de son évolution. Un poumon normalement aéré, avec des lignes A, moins de 3 lignes B et un glissement pleural normal, est considéré comme sain, avec un grade coté à 0. Une perte modérée de l'aération, avec présence d'œdème interstitiel, se caractérisera par de multiples lignes B espacées, provenant de la ligne pleurale, qui, comparativement au CT scan, est visiblement épaissie et dont l'échographie nous montre une réduction du mouvement du glissement pleural. Ce tableau clinique est coté à un grade 1. Une perte sévère de l'aération avec présence d'œdème interstitiel plus important se caractérisera à l'échographie par des lignes B de type B2, confluentes, apparentées à un brouillard blanc ou analogue à une chute d'eau. La ligne pleurale, en plus d'être épaissie, est également irrégulière. Nous sommes ici en présence d'un grade 2. La présence de points hyperéchogènes avec un aspect hépatique du poumon est caractérisée lors d'une perte complète de l'aération. Ces points hyperéchogènes visibles à l'échographie correspondent à l'aspect de verre dépoli retrouvé au CT scan. Un épanchement peut éventuellement être rencontré dans les cas de pneumonie sévère, avec syndrome de détresse respiratoire aiguë, mais n'est pas systématique. Dans le cas du Covid, un épanchement est même plutôt rare. Si toutefois il y a présence d'un épanchement chez un patient atteint du Covid, il faudra vérifier qu'il n'y ait pas une autre pathologie associée qui serait responsable de cet épanchement. Les stades de consolidation sont cotés en grade 3. Dans la phase de consolidation, l'air des alvéoles est remplacé par du liquide, du tissu, des cellules ou d'autres substances. Une fois encore, la différence de densité entre le poumon, l'air et ces substances seront visibles sous forme de bronchogramme aérique. Dans le cas des consolidations, chez le patient atteint d'atelectasie, le bronchogramme aérique est dit statique. A contrario, des patients atteints de pneumonie, où le bronchogramme aérique est dit dynamique. La différence entre le statique et le dynamique est que l'on peut voir bouger les substrats, les sécrétions ou les liquides dans les bronches. Le bronchogramme dynamique est typique de la pneumonie. Le diagnostic différentiel entre une atelectasie et un patient atteint de pneumonie, en dehors bien entendu de l'anamnèse, la pneumonie présentera un tableau avec de la fièvre et un bronchogramme dynamique qui seront totalement absents dans le cas d'une atelectasie. En résumé, le grade 0 est un poumon aéré composé de lignes A, un glissement pleural, et moins de 3 lignes B. N'oubliez pas que ce dernier facteur est dépendant du réglage de l'appareil lui-même, de la bonne position de la sonde et de l'échogénicité du patient. Il est donc préférable non pas de compter les lignes, mais d'en apprécier leurs aspects en globalité avec l'association des autres signes. Le grade 1 est une visualisation entre les espaces intercostaux de plus de 3 lignes B. Même remarque que précédemment concernant le comptage des lignes. Elles sont espacées les unes des autres et émanent toutes de la ligne pleurale. Dans le grade 2, les lignes B sont coalescentes, blanches, avec une ligne pleurale qui est épaissie, irrégulière et dont le glissement est diminué. Enfin, le grade 3, qui concerne la phase de consolidation avec un poumon hépatisé, un bronchogramme aérique qui sera dynamique, une ligne pleurale irrégulière, épaissie et déchirée à certains endroits, dont le glissement sera limité.
Il peut y avoir des effusions, mais qui restent rares dans le Covid-19, et pour lesquelles, dans ce cas, il faudra rechercher une pathologie associée ou sous-jacente. Voici en image échographique ces différents stades, avec un grade 0, avec des lignes A, et un poumon bien aéré, une ligne pleurale qui est en glissement correct, un grade 1 avec des lignes B qui sont bien espacées, toutes venant de la ligne pleurale et allant jusqu'en bas de l'écran, un grade 2 avec des lignes coalescentes bien blanches et sur lesquelles vont également jusqu'en bas de l'écran, mais plutôt de lignes type B2, et enfin un grade 3 avec des consolidations et des points hyperéchogènes qu'on retrouve avec une forme de poumon hépatisé. En fonction de ces grades, une cotation est attribuée dont la valeur est proportionnelle au grade. Plus le patient est gravement atteint, et plus ce score sera élevé et inversement dans les phases de récupération. Il existe différents protocoles de cotation, mais aucun consensus international n'est encore défini sur la manière de coter. Néanmoins, certaines grilles déjà existantes ont déjà fait leurs preuves, dont le principe est d'attribuer le nombre de points équivalent au grade. Un grade 3, ou parfois dénommé grade C, pour une consolidation, équivaudra à 3 points. Un grade 2, 2 points, un grade 1, 1 point, etc., etc. La dernière étude datant de mars 2020 de l'équipe de Soldati va dans ce même sens, toujours en faisant des cotations allant de 0 à 3. Et actuellement, il propose d'aller plus loin avec la mise à disposition d'une application gratuite qui s'appelle iClus. Ceci permet au médecin d'avoir une cotation immédiate de l'état pulmonaire de son patient. Le praticien en fait enregistre ses images vidéo en suivant le protocole basé sur 14 points de repère dans un ordre préétabli. Ces vidéos, une fois enregistrées et envoyées, sont ensuite analysées par un système d'intelligence artificielle et renvoient un score selon la gravité et l'état du patient. iClus est en fait un projet international qui a été mis en place avec la participation d'ingénieurs, de médecins, d'étudiants d'une trentaine d'universités différentes. Le but est en fait de développer et d'analyser des images échographiques de manière totalement automatisée, et ça sans l'aide du diagnostic. Si vous voulez accéder directement à la page, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en bleu sur votre slide. Pour ce dernier chapitre, nous allons passer en revue la désinfection du matériel et de la sonde. Dynameco ne cautionne ni ne promeut aucun produit commercial spécifique. C'est la responsabilité de chacun de suivre les directives du fabricant de la sonde et du matériel ainsi que les recommandations des organismes de contrôle des infections. La première source de contamination est malheureusement l'autotransmission. Et bien que l'on puisse faire attention, nous touchons en moyenne notre visage 25 fois par heure, que ce soit la peau, la bouche, les yeux ou encore le nez. Dans cette expérience, faite avec un produit simulant une transmission d'un virus pendant un buffet, après seulement 30 minutes, on peut voir le résultat. Plutôt surprenant. De même que la contamination par gouttelette, qui peut être contenue par le port d'un masque, à condition de ne pas suivre l'exemple de cette brave dame qui, pour mieux respirer, fait un trou dans son masque. Et par cet acte pour le moins original, se qualifie sans conteste au championnat du monde de la bêtise humaine. À la tête des qualifiés, nous pouvons retrouver un certain leader de la bêtise et virtuose de l'ultra-crépidarianisme. Vous savez, cette habileté à parler de tout et n'importe quoi comme un expert sans en avoir aucune compétence. Bref, bien que parfois drôle dans certaines conditions et certaines circonstances, lorsqu'il s'agit de sujets aussi sérieux, il est préférable de s'adresser à des vrais professionnels ou de se renseigner auprès des organismes reconnus en matière de sécurité et d'hygiène. Nous savons que le temps de vie d'un virus est variable en fonction des surfaces de contact. Dans le cas de la sonde, dont les composants externes sont en plastique, la durée de vie du virus est de 3 jours. Le lavage des mains avec un savon classique est une bonne solution, seulement à la condition de le faire correctement. Le rinçage des mains est totalement inefficace. De même qu'un lavage avec du savon avec un temps trop court. L'idéal étant de prendre un minimum de 20 secondes
pour faire son nettoyage correctement. Concernant le nettoyage du matériel médical, comme par exemple la sonde échographique, il existe des pistes de plusieurs organismes officiels qui ont émis des lignes directrices sur la désinfection de la sonde en fonction de son utilisation. Vous pouvez d'ailleurs, en cliquant sur le lien, y avoir accès directement. En effet, le niveau de désinfection variera si un examen est invasif ou non, et à son risque de contamination. Dans le cas d'un examen pulmonaire, le contact est uniquement externe, et un simple nettoyage de la sonde avec une lingette de désinfection de surface est normalement suffisant. Il existe bien entendu une multitude de différents produits sur le marché, et qui seront totalement efficaces pour nettoyer votre matériel. Cependant, il faudra prendre un peu plus de précautions avec la surface de contact de la tête de la sonde, qui semblerait plus dommageable avec certains produits tels que l'alcool. Une étude de Harumi Koibushi en 2010 a montré une diminution significative de la luminosité ayant un impact sur la qualité de l'image avec la désinfection à l'alcool, et plus particulièrement sur la sonde linéaire plutôt que sur la sonde convexe, sans doute liée à la différence de l'épaisseur des têtes. Néanmoins, bien que l'alcool semble être un très bon moyen de désinfection, nous conseillons plutôt de prendre une solution de désinfectant multisurface diluée dans de l'eau au pourcentage indiqué par le fabricant de la marque choisie. Le nettoyage de la sonde se fera avec un linge humide à usage unique ou lavable à 60 degrés après utilisation unique, ou encore avec du papier imbibé en prenant bien soin d'enlever le gel et toutes les impuretés avant. Il est possible aussi de nettoyer la sonde avec de l'eau et du savon avant de la désinfecter, mais ne frottez pas avec une brosse dure qui abîmerait la surface de contact de la tête. Il faudra donc bien toujours prendre garde de suivre les recommandations de la marque et bien entendu de ne pas se tromper non plus avec les produits en fonction de l'utilisation nécessaire. Un autre type de désinfection est l'utilisation d'ultraviolets de type C. Les UVC sont des ultraviolets de longueur d'onde courte situés entre 200 et 280 nanomètres et qui ont des effets germicides. Bien que ce type de désinfection soit séduisant, il comporte plusieurs inconvénients qui n'en font pas le meilleur choix dans la pratique d'un cabinet. De fait, une fois la lampe éteinte, cela n'empêchera pas la recontamination. Aussi, la lumière se diffuse de manière linéaire. Donc si la source de lumière est orientée sur un objet, le dos de cet objet ne sera pas exposé aux rayons UVC et aucune désinfection n'aura lieu. De même, si cet objet est caché derrière un autre, créant une ombre. De plus, l'efficacité est inversement proportionnelle au carré de la distance. En d'autres termes, à une distance de 1 mètre entre la source de la lumière et l'objet, l'efficacité sera optimale. Mais à une distance de 2 mètres, l'efficacité n'est pas de 50%, mais de 25%, ce qui augmente considérablement le temps nécessaire à la désinfection. Malheureusement, nous n'avons pas toujours ce temps entre chaque patient et entre chaque consultation, ou même un nombre de sondes ou de machines suffisant ou indéfini. Autre inconvénient majeur, et non des moindres, c'est que les sources de lumière UVC conventionnelles sont un danger pour la santé humaine. En effet, elles sont à la fois cancérigènes et cataractogènes. Il existe aussi des UVC de type indirect pour purifier l'air. Ici aussi, l'idée d'un air pur est séduisant, mais ces systèmes sont souvent accrochés au plafond et n'empêchent absolument pas la transmission par gouttelette ou par contact de patient à patient. C'est donc pour toutes ces raisons que nous préférons l'utilisation de produits désinfectants conventionnels auxquels vous pouvez accéder en cliquant sur les liens sur vos diapositives. Avec un guide de recommandation pour nettoyer vos machines et vos sondes qui est également téléchargeable via ce lien en bas de la présentation. Et les liens sur les recommandations du nettoyage des machines et des sondes de divers fabricants, leaders du marché dont la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez également cliquer sur les liens pour vous approprier les recommandations. Une partie de ces liens ont été repris dans cet article intéressant sur la prévention, la manière de désinfecter et de faire un examen échographique dans le contexte du Covid-19. En cliquant sur l'image, vous pourrez accéder directement à l'article.
Enfin, nous vous recommandons l'excellent article de VIA, dans lequel vous trouverez un très bon récapitulatif de tout ce que je viens de vous expliquer, et auquel vous pourrez accéder directement en cliquant sur l'image. En résumé, le système préféré sera une tablette ou un petit écran facile à désinfecter avec une sonde Wi-Fi, linéaire ou convexe de fréquence entre 3 et 5 MHz, avec un réglage pulmonaire et un indice mécanique plus bas que 0,7, en prenant soin de retirer tous les filtres. Si l'appareil choisi est une machine portable, elle doit être exclusivement dédiée pour la détection du Covid-19 et rester au même endroit sans aucune autre utilisation possible. Analysez les différents types de lignes, le glissement pleural et les éventuelles consolidations pour déterminer l'état du patient et l'évolution de la maladie. L'examen se fait sur 12 zones ou 14 selon les protocoles, avec la possibilité d'avoir un score immédiat via l'application iClus. Sans oublier de ne pas rester avec la sonde plus de 10 secondes par zone. Vous pouvez retrouver un récapitulatif simple en images de moins d'1 minute 30 à partager avec vos collègues sur la chaîne YouTube Dynameco, ou encore vous pouvez cliquer sur l'image. Voici la bibliographie qui a servi à l'élaboration de cette présentation. Et pour terminer, nous remercions l'Académie française de nous rappeler que Covid est féminin. Il faut donc dire la Covid, et tout nous amène à penser que cette demoiselle fera encore beaucoup parler d'elle. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.